Je m'efforce de cacher derrière un rictus forcé la répulsion que m'inspire cet ignoble suceur de sang, lèvres et dents serrées pour ne pas lui cracher au visage. À cet instant, les servantes entrent dans la salle. Elles placent devant chaque mortel une assiette garnie de coquillages, au milieu desquels trône un demi-homard couché sur un lit d'algues. Et devant chaque vampire, un flacon rempli de cet affreux sang rosé décrit dans le menu. Je suis prise d'un haut le cœur au moment où les immortels débouchent leurs flacons respectifs. Ils en versent le contenu dans une petite coupe en cristal, parmi la forêt de verre posée devant eux, chacun ayant une forme différente pour mieux déguster un type de sang spécifique. Un cliquettement synchronisé résonne à travers la vaste salle. Ce sont les convives mortels qui saisissent leur couvert d'or, parmi la batterie complète disposée de chaque côté de leur assiette. J'ai suffisamment révisé pour reconnaître la petite fourchette à hors-d'œuvre, les ciseaux à homard et la longue pique à crustacés. Je décortique mon homard, le plus élégamment possible. La pensionnaire assise de l'autre côté d'Alexandre ne s'en sort pas aussi bien que moi. La pince de son homard ne cesse de glisser entre ses ciseaux, sans qu'elle parvienne à affermir sa prise. Je sens qu'elle n'en a tout simplement pas la force. Elle peine déjà à garder les yeux ouverts, alors comment pourrait-elle briser la cuirasse épaisse du crustacé? Une vague onde m'étreint le cœur, tandis que j'observe à travers la salle toutes celles qui luttent mollement avec leur hors-d'œuvre. Au moins une demi-douzaine de demoiselles, celles qui ont bu tout à l'heure à la cafetière empoisonnée. Madame Étiquette les lorgne d'un regard désapprobateur, qui ne fait qu'ajouter à leur stress et à leur confusion. Pour la plupart, je les connais à peine. Quant à Poppy, qui m'a fourni l'arme du crime à son insu, je ne me fais pas de soucis pour elle. Elle n'aime pas le café, et de toute façon son addiction à la morphine a sans doute haussé son seuil de tolérance. « Diantre, faites donc attention !» s'écrie soudain une noble mortelle, assise à la table en face de la mienne. Sa voisine, Marie-Amélie de la Durance, vient de lui projeter des miettes de carapace de homard dans l'œil. La demoiselle, pourtant l'une des mieux élevées de la promotion, se confond en excuses pâteuses, sa diction ralentie par la drogue. Et toc, une de moins pour la gorgée du roi. Ce sang de jouvencelle est, comment dirais-je, un peu râpeux sur la langue, se plaint soudain Edmé. À peine a-t-elle reposé sa coupe presque intacte sur la table, qu'une voix retentit dans mon dos, celle de Madame Thérèse, qui s'est approchée de nous à pas de loup. « Ce doit être une erreur, Madame la Marquise, » dit-elle. « Laissez-moi examiner le flacon, je vous prie. » La gouvernante saisit le petit récipient de verre, dont Edmé a vidé le contenu dans sa coupe. Elle en déchiffre à voix haute l'étiquette manuscrite. Sang tiré le 24 octobre 299. Lieu Versailles. Source Toinette Perrin, 18 ans. Je me fige sur ma chaise, comprenant soudain que rien n'est dû au hasard dans ce souper du diable. Ni mes voisins de table vampirique, ni ce flacon maudit. Le regard impitoyable que me lance Madame Thérèse ne fait que confirmer ma terrible intuition. « Oh, je crois que je comprends ce qui s'est passé !» s'écrie-t-elle, feignant la surprise, alors que d'évidence tout a été orchestré. Le sang de cette roturière a été tiré ici même, en cours d'art vampirique. Il s'agit d'une jeune fille locale, je vous assure. Le cépage n'est donc pas en cause. Mais je crains que le tirage n'ait été un peu perturbé, d'après ce qu'on m'a rapporté. Comment ça, perturbé ? Fait Edmé en regardant sa coupe d'un air dégoûté. Ne me dites pas que cette roturière était malade. Point du tout. Mais la saignée a été interrompue par mademoiselle de Gastefriche, ici présente. Cette âme généreuse se faisait du souci pour la santé de la donneuse. Le flacon a été complété par le sang d'un autre sujet qui s'est porté volontaire, le caballero de Montesueño. À la table d'en face, Raphaël blêmit au-dessus de sa collerette rigide. Mais ce soir, ce n'est pas après lui que la gouvernante en a. C'est après moi, que Lucrèce a dû dénoncer pour insubordination. Edmé grimace. Je me disais bien que ce premier sang avait quelque chose de bizarre. Je déteste commencer à souper par un assemblage. Le palais n'a pas encore eu le temps de se former. Et vous avez entièrement raison, chère marquise, abonde la gouvernante. Il faut immédiatement remédier à cet ennuyeux faux pas.
Elle pivote sur ses talons et elle, Toinette, qui se tient au bord de la salle avec les autres servantes. « Toi, viens ici !» La pauvre jeune fille jette des regards désespérés autour d'elle, mais nul ne peut lui venir en aide. Ni Raphaël, ni moi. Intercéder une nouvelle fois en sa faveur, devant les courtisans, reviendrait à nous disqualifier d'office pour la gorgée du roi. Toinette s'approche de la table d'un pas tremblant. Madame Étiquette elle-même laisse faire, tandis que les courtisans se réjouissent de ce divertissement impromptu. Les yeux des dames et seigneurs mortels s'écarquillent de plaisir, comme s'ils étaient au spectacle. Les prunelles des vampires, au contraire, se contractent d'excitation, leur instinct de prédateur flairant la peur de la proie qui s'approche. « Le moment est venu de t'acquitter de la dette que tu n'as pas payée l'autre soir, » dit cruellement Madame Thérèse à la jeune servante. « Pour dédommager la marquise de Vauvalon de sa mauvaise surprise, tu vas pouvoir lui verser une coupe de sang plus frais que frais, et je dirais même encore tout chaud. »« Par pitié !» bafouille Toinette. « Ne fais pas l'enfant !» la tance Madame Thérèse. « Il s'agit de remplir une coupette de rien du tout. Je suis sûre que tu te sentiras mieux après, avec la conscience du devoir accompli. D'autant que c'est ta chère protectrice, Diane de Gastefriche, qui va se charger de te saigner. Voyons, il me semble que tu as les veines plus saillantes à droite. » Sous ses airs de grand-mère sévère mais juste, Thérèse est un monstre encore pire que mon faucon. Maintenant le poignet droit de Toinette au-dessus de la table, elle me tend une aiguille reliée à un tube de caoutchouc, dont elle place l'extrémité dans une nouvelle coupe. D'une main tremblante, je saisis l'aiguille, implorant la jeune servante du regard pour qu'elle me pardonne. Dans ses yeux, je ne lis que terreur et incompréhension. Je cherche du bout de l'aiguille une zone de peau où pratiquer le prélèvement, comme j'ai vu mon père le faire si souvent au village. Mais le pli du coude est encore violacé, la ponction d'il y a quelques jours à peine n'ayant pas eu le temps de cicatriser complètement. J'enfonce l'aiguille à côté, dans l'espoir de ne pas trop faire souffrir Toinette. Je ne parviens qu'à lui arracher un hurlement de douleur. J'ai manqué la veine. « Oh, pardon !» je balbutie, sentant tous les yeux braqués sur moi, douloureusement consciente que ma maladresse me fait perdre de précieux points dans cette odieuse épreuve. Je darde l'aiguille à nouveau, et à nouveau je manque la veine trop fine, à moins que ce soit ma main qui tremble trop fort. « Eh bien, mademoiselle de Gastefriche, avez-vous du sable dans les yeux ce soir ?» grince Thérèse au-dessus de mon épaule. « Peut-être devrais-je essayer le bras gauche ?»« Vous n'allez pas renoncer si vite. » Je devine soudain que si Thérèse m'a tendu le bras droit de Toinette, c'est justement parce qu'il n'est pas encore cicatrisé. Si elle ne m'a pas fourni de garrot, c'est pour que la veine ne ressorte pas. Cette horrible femme veut nous torturer le plus longtemps possible, Toinette et moi. Le visage de la jeune servante n'est plus qu'un chant de détresse raviné de larmes, secoué de hoquets. Je voudrais la prendre dans mes bras, lui dire que tout cela en vaut la peine, que par cette humiliation elle achète la mise à mort du tyran qui lui a fait subir toutes les saignées de sa vie. Incapable de lui communiquer ma sollicitude, ivre d'angoisse et de frustration, j'enfonce l'aiguille à la 3e reprise. Cette fois je vise droit dans le point de ponction tuméfié, mon seul repère pour atteindre cette maudite veine que je ne parviens pas à localiser. Le sang se met enfin à couler dans le tuyau de caoutchouc, mais aussi à côté, car dans mes tentatives lamentables, j'ai littéralement charcuté la pauvre Toinette. Des gouttelettes pourpres s'élargissent en corolle sur la nappe brodée. « Enfin, voilà qui est fait !» déclare Madame Thérèse d'un air satisfait, une fois la coupe remplie. Elle se tourne vers Edmé. « Toutes nos excuses pour la lenteur du service, Madame la Marquise. » La gouvernante ramène une Toinette livide vers le fond de la salle, tandis qu'Edmé lève la coupe à ses lèvres. « Délicieux !» se régale-t-elle. « Quel palais ! Enfin, façon de parler, pour une soubrette qui doit avoir grandi dans un taudis. » Son mot d'esprit déclenche rire et applaudissements parmi les courtisans. Certains lui lèvent des toasts, de leurs verres remplis de vin ou de sang. Dans ma bouche, le homard n'a plus aucun goût, pas davantage que le velouté ou que la dinde qui lui succède. Chaque bouchée est une torture que je me force à déglutir et qui tombe comme une lourde pierre dans mon estomac noué. 2 heures durant, mon visage n'est plus qu'un masque figé dans un sourire douloureux. Je ne parviens pas à me réjouir de voir certaines de mes concurrentes renverser leur verre de vin ou piquer du nez dans leur assiette.
au point que Madame Thérèse doit raccompagner 2 d'entre elles au dortoir avant qu'elles ne s'effondrent. Le spectacle des courtisans mortels se goinfrant sans mesure me donne la nausée. Celui des vampires absorbant goulûment les flacons de sang, toujours plus grands qu'on leur apporte, m'horrifie. À voir leurs narines frémir et leurs canines s'ériger, je repense avec effroi aux paroles de la princesse des Ursins dans les jardins royaux. Pour une raison inconnue, la soif des immortels n'a cessé de s'accroître ces derniers temps. Lorsque vient enfin le moment de quitter la table, j'esquive Alexandre et son flot d'explications que je n'ai aucune envie d'entendre, tandis que les invités gavés de bonne chair, d'alcool et de sang rentrent au château d'un pas lourd, les pensionnaires ensommeillés montent se coucher. Je profite du mouvement chaotique pour échapper au groupe et me faufiler dans les couloirs plongeant vers les cuisines en sous-sol. Le souper est fini, ma prestation aussi. Mon sort est désormais entre les mains de Madame Étiquette et la suite ne dépend plus de moi. En revanche, je dois absolument trouver Toinette pour m'excuser du traitement que je lui ai fait subir. Mes pas affolés me conduisent dans une région de la grande écurie où je n'ai jamais pénétré auparavant. Je dévale des escaliers, anxieuse de parler à Toinette, douloureusement consciente du peu de temps dont je dispose avant de remonter au dortoir. Il me semble entendre des frottements et voir des ombres grandir sur les murs. Dans ces couloirs sombres, point de servante ni de valet. Croyant gagner les cuisines, j'ai sans doute fait fausse route. Les parois dépourvues de moulures, sur lesquelles semble suinter une légère humidité, me laissent un instant penser que je me suis égarée dans le territoire du reclus. Mais non, c'est impossible. Je n'ai pas pu descendre aussi bas sous terre. Et du reste, les lampes à huile qui pendent au plafond indiquent que cette partie des caves est utilisée. Je finis par arriver à une impasse. Une pièce circulaire dépouillée, au milieu de laquelle s'élève une margelle de pierre surmontée d'une poulie. Un puits. Sans doute celui auquel les domestiques ont recours au cœur de l'hiver, lorsque le gel bloque les canalisations de la grande écurie. N'ayant nulle part où aller, je m'apprête à faire demi-tour lorsque je me heurte à une silhouette massive. Dans la faible clarté des lampes à huile, il me faut un instant pour reconnaître le panier de hanches démesuré et la charlotte dégoulinante de ruban. « Madame Thérèse !» je m'exclame. Elle m'a suivi jusqu'ici sans que je m'en aperçoive, et à présent sa robe disproportionnée condamne la seule issue. « Avez-vous oublié où se trouve le dortoir ?» me demande-t-elle sèchement. J'ai dû boire un peu trop de vin de champagne et je me suis perdue. Je prétends. Pourriez-vous m'indiquer le chemin, s'il vous plaît ? Au lieu de s'écarter, la gouvernante avance vers moi, m'obligeant à battre en retraite vers le centre de la pièce. Vous avez peut-être abusé du vin de champagne, mais apparemment vous n'avez pas abusé du café, dit-elle d'une voix menaçante. Mon sang se fige. Du café ? Je répète. Ne faites pas l'innocente. Quand je suis montée coucher Joséphine et Anne-Gaëlle tout à l'heure en plein souper, j'ai remarqué le chariot à collation rangé contre le mur. Des rats avaient festoyé des restes du goûter. À la Butora aussi, ces bestioles étaient une vraie infection, dis-je, cherchant désespérément à changer de sujet. Ils s'introduisaient dans tous les recoins et étaient impossibles à attraper. Le visage de la gouvernante se fend d'un sourire froid, tandis qu'elle continue d'avancer vers moi. Oh, rassurez-vous, je n'ai eu aucun mal à attraper ces rats-là. Il m'a suffi de me baisser pour les ramasser et les jeter au feu. Ils étaient profondément endormis près de la cafetière renversée, les babines souillées de miettes de biscuits imprégnés de café. « Vous voulez dire que le café aurait été empoisonné ?» dis-je d'une voix chevrotante. « Mais par qui ?»« Par celle qui a préparé la collation, pardi !» assène la gouvernante. « Toinette, votre protégée, votre complice. » Mes talons se heurtent à la margelle du puits. Je ne peux plus reculer. « C'est vous qui lui avez dit de commettre ce crime, n'est-ce pas ?» m'accuse la gouvernante, en m'attrapant le bras. « Avouez, avouez, qu'on envoie enfin cette oie au gibet et vous hors de ces murs !» Je tente de me dégager, mais la vieille femme s'agrippe à mon bras avec une force dont je ne l'aurais pas cru capable. La panique bloque ma poitrine. L'odeur terreuse et humide s'exhalant des murs me sature les narines. Je ne peux plus respirer. « Petite intrigante !» gronde la gouvernante. « Quand le roi apprendra ce que vous avez fait, ce n'est pas le couvent qui vous attend. C'est la saignée, comme ces vulgaires roturières que vous aimez tant. »
Je vous signale que vous êtes une roturière, vous aussi. Je parviens à rétorquer dans un souffle rauque. La colère sur le visage fardé de la gouvernante se mue en expression de haine pure. « Espèce de garce !» vocifère-t-elle en me giflant à toute volée. « Vous vous croyez tellement supérieur à moi ? Je mérite d'être transmutée autant que vous, ou que n'importe quelle péronnelle de cette école !» Elle s'apprête à me gifler à nouveau, mais j'attrape son poignet tremblant de rage. « Lâchez-moi immédiatement !» hurle-t-elle, une lueur de folie dans les yeux. « Lâchez-moi ou je vous saigne !» Elle ouvre grand sa bouche aux dents plombées, visant ma gorge. Mais dans la position où je la tiens, sa mâchoire ne parvient qu'à se refermer sur mon épaule. La morsure hargneuse perce ma peau à travers l'étoffe de ma robe, me tirant un cri de douleur et d'effroi. Ivre de panique, j'arrache de moi cette démente si obsédée par l'idée de la transmutation qu'elle se prend déjà pour une vampire. Je la retourne contre la margelle et la pousse de toutes mes forces dans le puits. Son énorme panier d'osier se coince dans l'ouverture, révélant ses multiples jupons de dentelle, ses bas de soie fines et ses jambes malingres s'agitant dans les airs. Sous cet épais bouchon d'étoffe, la voix de la gouvernante me parvient, étouffée. « Aidez-moi! Aidez-moi immédiatement, petite sotte !» Je reste immobile au bord du puits, tétanisée, l'épaule en sang. Centimètre après centimètre, je regarde les jambes de la gouvernante s'enfoncer, ces furieuses ruades ne servant qu'à écraser le panier dont les cerceaux craquent les uns après les autres. Elle change soudain de ton, ses insultes se muant en supplications larmoyantes. « Je vous promets que je ne dirai rien au roi pour vos tricheries. Et vous tairez cette petite morsure de rien du tout qui m'est échappée. Ce sera notre secret à toutes les deux. Ce sera... Ah !» Le reste du panier cède d'un seul coup. Souliers, bas, jupons. Tout cela disparaît à travers le gouffre noir, avec un long hurlement qui va diminuant, jusqu'à s'éteindre dans un plouf lointain.